Lorsqu'Olga tourna la clé dans la serrure de la maison de son enfance, elle sentit son cœur se serrer de douleur. 3 semaines seulement s'étaient écoulées depuis les funérailles de sa mère, et pourtant, la blessure était encore à vif, saignante. Chaque inspiration lui demandait un effort. Chaque matin commençait par cette prise de conscience cruelle, elle n'entendrait plus jamais cette voix si familière au téléphone. Mais, contre toute attente, la clé ne tourna pas. Olga fronça les sourcils, puis, elle essaya encore une fois. Le métal grinça, mais la porte resta obstinément fermée. Elle recula d'un pas, observant attentivement la porte. La serrure était neuve, brillante, et, de toute évidence, récemment installée. Qu'est-ce que c'était que ça? Dans sa poche, son téléphone vibra. C'était un message de sa belle-mère, Ludmila Petrovna. Olga, ne perds pas ton temps. Victoria et moi, nous avons déjà déposé les documents. Nous possédons un acte de donation, que ta mère a signé avant sa mort, de sorte que la maison sera bientôt au nom de Victoria. Nous avons changé les serrures, afin d'éviter que tu ne fasses une crise d'hystérie et ne fasses capoter la transaction. Pars, et ne crée pas de problème. Tu n'as plus rien à faire là-bas. Olga relut le message 3 fois, incapable d'en croire ses propres yeux. Ses doigts se mirent à trembler. Le téléphone faillit lui glisser des mains. Victoria, c'était la sœur de son mari, Andrei. Une femme de 30 ans, gâtée, qui avait vécu toute sa vie au crochet de ses parents, et qui n'avait jamais travaillé. C'est impossible, murmura Olga. Le dos appuyé contre la porte, elle composa le numéro d'Andrei. Il y eut de longues sonneries, puis, enfin, sa voix fatiguée résonna. Olga, je suis au travail. Andrei, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi a-t-on changé les serrures de la maison de ma mère? Ta mère m'écrit que la maison appartient désormais à Victoria. Un silence, beaucoup trop long, s'installa. Écoute, nous en discuterons ce soir. Non. La voix d'Olga se brisa pour se transformer en cri. Nous allons en parler maintenant. C'est la maison de ma mère. Elle me l'a laissée. Olga, ne crie pas, maman a dit que ta mère, de son propre chef, voulait mettre la maison au nom de Victoria. Soi-disant, avant de mourir, elle aurait signé un acte de donation, mais n'aurait tout simplement pas eu le temps de finaliser l'enregistrement. Maman a trouvé un juriste. Il a confirmé que les documents pouvaient être déposés maintenant. Quel acte de donation? S'étrangla Olga. Maman n'aurait jamais fait une chose pareille. Je ne connais pas les détails, répondit Andrei, l'air las. Maman m'a assuré que tout était légal, et que tu n'étais simplement pas au courant. C'est la famille. Olga sentit les larmes lui monter aux yeux. Andrei, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Ma mère vient tout juste de mourir. Cette maison, c'est tout ce qu'il me reste d'elle. Eh bien, techniquement, il te reste les souvenirs. La voix de son mari semblait distante, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Et puis, Victoria a besoin d'un endroit pour vivre. Elle veut y ouvrir un salon de beauté. C'est une question de business, comprends-le. Du business. Répéta Olga, comme un écho. Sur les os de ma mère. Ne dramatise pas, écoute, je dois vraiment y aller. Mon patron me regarde. On en reparle ce soir. Il raccrocha. Olga resta plantée devant la porte fermée, sentant le monde s'effondrer autour d'elle. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle n'essaya même pas de les essuyer. 7 ans de mariage. Pendant 7 ans, elle avait considéré ces gens comme sa propre famille. Ludmila Petrovna avait toujours été froide et autoritaire, mais Olga mettait cela sur le compte de son caractère. Victoria passait son temps à se plaindre et à exiger de l'attention, mais Olga prenait sur elle, pour l'amour d'Andrei. Et voilà que maintenant, il lui prenait ce qu'elle avait de plus cher. Olga s'affaissa sur le perron, la tête entre les mains. Une boule lui serrait la gorge. Respirer était devenu presque impossible. Sa mère était morte d'un cancer, de façon rapide et douloureuse. Ces derniers mois, Olga les avait passés à ses côtés, la soignant,
lui faisant la lecture à voix haute, lui tenant la main. Ludmila Petrovna, elle, n'était pas venue rendre visite à sa consoeur une seule fois. Victoria, de son côté, était même arrivée en retard aux funérailles, sous prétexte qu'elle ne trouvait pas de robe noire adéquate. Et maintenant, elle lui volait sa maison. « Maman, » murmura Olga dans le vide, « qu'est-ce que je dois faire ?» Le vent faisait bruire les feuilles du vieux chêne dans la cour, ce même arbre sous lequel, l'été dernier, elle et sa mère buvaient le thé. À l'époque, sa mère ignorait encore tout de son diagnostic. En ce temps-là, elle riait encore, élaborant des projets d'avenir. Olga essuya ses larmes du revers de la main, puis se leva. Elle ne pouvait pas partir comme ça. Contournant la maison, elle atteignit l'arrière-cour. La fenêtre de la cuisine fermait toujours mal. Sa mère avait eu l'intention de la réparer, mais n'en avait jamais eu le temps. Olga poussa le cadre, et la fenêtre céda. Une minute plus tard, elle se tenait déjà dans cette cuisine si familière, inspirant l'odeur de la maison. Ici, tout était imprégné de la présence de sa mère, les rideaux délavés, qu'elle avait cousus elle-même 20 ans plus tôt, les tasses en céramique légèrement fêlées, ou encore la table en bois, autour de laquelle s'étaient déroulés tant de dîners de famille. Comment ont-elles osé, s'étrangla Olga, toussant légèrement. Une nouvelle vague de larmes lui monta à la gorge. Elle se dirigea vers le salon. Déjà, la présence d'étrangers s'y faisait sentir. Sur le canapé traînaient des magazines de mode, qui appartenaient manifestement à Victoria. Sur la table basse trônait un cendrier plein de mégots, alors que sa mère détestait qu'on fume à l'intérieur. Au mur, quelqu'un avait accroché un plan de réaménagement, couvert de post-it colorés, ici, zone de manucure. Ici, fauteuil pour les clientes. Olga arracha la feuille du mur, la froissant violemment entre ses mains. Un salon de beauté, grinça-t-elle entre ses dents. Dans la maison où ma mère a vécu 40 ans. Elle monta au premier étage, pour entrer dans la chambre de sa mère. Ici, par chance, personne n'avait encore rien touché. Le lit était recouvert du même couvre-lit bleu pâle. Sur la table de chevet, il y avait une photographie, ses parents, le jour de leur mariage. Son père était décédé il y a 10 ans, et sa mère ne s'était jamais vraiment remise de cette perte. « Maintenant, vous êtes de nouveau ensemble, » murmura Olga en prenant la photo entre ses mains. « Et moi, je suis seule ici, et je n'ai même plus de maison. » Elle s'assit au bord du lit, serrant la photographie contre sa poitrine. Les larmes coulaient, inlassablement. Il semblait qu'elle ne s'arrêterait jamais. Toutes les émotions accumulées ces dernières semaines, le chagrin, la fatigue, le désespoir, explosèrent enfin. Lorsque la source de ses larmes se tarit, Olga ressentit un vide étrange à l'intérieur. Elle regarda autour d'elle, cherchant à accrocher son regard à quelque chose de familier, de réconfortant. Sur la table de chevet de sa mère reposait une pile de vieux carnets. Sa mère adorait y noter des recettes, des citations de livres, des pensées éparses. Olga tendit la main vers le carnet du dessus. Il était usé, doté d'une couverture souple et marron. Elle l'ouvrit au hasard, reconnaissant immédiatement l'écriture soignée de sa mère, une recette de tarte aux pommes, une liste de courses, un rappel pour un rendez-vous médical. Et puis, vers la fin du carnet, elle tomba sur une note, datée de 2 mois auparavant. C'était juste après que sa mère ait appris son diagnostic. « Ma très chère petite Olga, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus à tes côtés. Pardonne-moi de ne pas t'avoir tout dit de mon vivant. Je ne voulais pas que, durant ces dernières semaines passées ensemble, tu te comportes non pas comme une fille, mais comme une personne entraînée dans une sale guerre qui n'est pas la sienne. Je sais tout pour Ludmila Petrovna. J'ai vu la façon dont elle regarde cette maison. Je l'ai entendu discuter avec Victoria, parlant de cet endroit comme d'un emplacement prometteur pour un salon, croyant que je dormais après une énième séance de traitement. 2 mois plus tôt, elle est venue me voir avec des papiers, qu'elle présentait comme des documents pour obtenir des aides sociales. En réalité, parmi eux, se trouvait une procuration lui donnant le droit de disposer de la maison. Je n'ai rien signé. Le jour même, j'ai contacté mon avocat, maître Simon Grimbert. Il m'a conseillé de garder le silence, de ne pas faire de scandale, et de rassembler des preuves.
C'est pourquoi j'ai tout organisé à l'avance. L'original de mon testament est conservé chez le notaire. Une copie notariée, ainsi que les actes de propriété de la maison, se trouvent dans un coffre à la banque. Le numéro du coffre est le 347. La clé est cachée dans ma boîte à bijoux, sous la doublure en velours. J'ai rédigé ce testament il y a 3 mois, lorsque j'ai compris que la maladie ne reculerait pas. Tous mes biens, la maison et le terrain, te reviennent, à toi, ma fille unique. De plus, sur les conseils de l'avocat, j'ai passé une expertise médicale psychiatrique, afin que personne ne puisse prétendre plus tard que je ne savais pas ce que je faisais. Dans le coffre, il y a également un dossier contenant des preuves, les copies des papiers que Ludmila Petrovna a essayé de me faire signer, l'enregistrement de notre conversation, ainsi que les coordonnées du notaire, qui a refusé de certifier ces documents douteux. Ne leur laisse pas la maison. Ne crois pas à leur discours sur l'importance de la famille, si, derrière ces mots, ne se cache que la cupidité. Maître Simon connaît la situation et t'aidera. Tu es forte. Je crois en toi. Je t'aime, ta maman. Olga resta immobile, relisant la note encore et encore. Les larmes avaient séché sur ses joues. Quelque chose, au fond d'elle, venait de changer. Son désespoir avait laissé place à une froide détermination. Elle se leva du lit, pour se diriger vers la commode de sa mère. La boîte à bijoux se trouvait à sa place habituelle. Olga l'ouvrit, et retira délicatement la doublure en velours. En dessous, se trouvait une petite clé et un morceau de papier plié. C'était la copie du testament. Olga déplia le document. Tout y était exactement comme sa mère l'avait décrit. La maison, le terrain, l'intégralité de ses biens lui revenaient à elle, sa fille unique. Le testament était certifié, signé, et parfaitement légal. Elle sortit son téléphone, et prit en photo la note de sa mère, ainsi que le testament. Ensuite, elle glissa la clé dans sa poche, et un sourire lent, très lent, étira ses lèvres. « Merci, maman, murmura-t-elle. Merci pour tout. » Olga redescendit au rez-de-chaussée, traversa le salon, en jetant un dernier regard au plan de réaménagement. Un salon de beauté. Quelle naïveté. Elle sortit par la même cuisine, refermant soigneusement la fenêtre derrière elle. Dans sa poche se trouvait la clé du coffre bancaire. Dans son téléphone, les photos des documents. Et dans son cœur, pour la première fois depuis de longues semaines, venait de naître l'espoir, accompagné de quelque chose d'autre. Quelque chose de froid et de tranchant. Une véritable soif de justice. Elle savait que Ludmila Petrovna devait bouillonner de rage en ce moment même, envoyant des messages furieux à Andreï, exigeant de lui qu'il mette à la porte cette belle fille ingrate. Mais cela ne touchait plus Olga. Elle avait entre ses mains des atouts que sa belle-mère ne soupçonnait même pas. Olga passa la nuit dans le fauteuil de sa mère, emmitouflée dans un vieux plaid. Le sommeil ne venait que par intermittence, entrecoupé de pensées angoissantes et de plans pour la journée du lendemain. À plusieurs reprises, elle fut réveillée par ses propres sanglots, mais chaque fois, en serrant le carnet de sa mère contre elle, elle finissait par s'apaiser. Le matin l'accueillit avec un ciel gris et une pluie fine. Olga se lava le visage à l'eau froide du robinet, l'eau chaude avait apparemment été coupée et tenta de se rendre présentable. Dans le miroir, elle vit le reflet d'une femme pâle, aux yeux rouges et aux cheveux ébouriffés. Cependant, dans son regard, il n'y avait plus la moindre trace de confusion. Il n'y restait que de la détermination. À 9 heures pile, la voiture d'Andreï s'arrêta devant la maison. Par la fenêtre, Olga le regarda sortir de l'habitacle, jetant des regards autour de lui. Il était seul. Tant mieux. Cela signifiait qu'au moins sur ce point, il l'avait écouté. Elle ouvrit la porte avant même qu'il n'ait eu le temps de sonner. « Entre, dit-elle froidement. Andreï franchit le seuil, secouant les gouttes de pluie de sa veste. Il avait l'air mal à l'aise, et fuyait son regard. « Olga, écoute. » Commença-t-il, mais elle leva la main, pour l'interrompre. « Non, c'est toi qui vas m'écouter. Assieds-toi. » Il s'assit docilement sur le canapé, et Olga réalisa soudain qu'elle ne l'avait jamais vu aussi désemparé, presque effrayé. Lui,
Toujours si sûr de lui, toujours prêt à trouver la réplique juste. À cet instant, il ressemblait à un petit garçon pris en faute. Ta mère t'a dit que cette maison appartenait désormais à Victoria, commença Olga, s'efforçant de garder une voix neutre. Explique-moi, sur quel fondement? Andréi se frotta nerveusement les mains. Maman dit qu'il y avait des incohérences dans le testament, que les documents n'étaient pas en règle. Elle a consulté un avocat, et il lui a confirmé que... Quel avocat? L'interrompit Olga. Son nom, son prénom? Je ne sais pas, maman a communiqué avec lui elle-même. Bien sûr, acquiesça Olga en hochant la tête. Et toi, naturellement, tu l'as cru sur parole. Tu as fait confiance à ta mère, mais pas à ta femme. Tu n'as même pas essayé de comprendre par toi-même. Andréi leva les yeux vers elle, et une lueur ressemblant à de la honte traversa son regard. Olga, maman ne ment jamais sur ce genre de choses. Elle a une formation de juriste, tout de même. Elle s'y connaît. Elle a une formation de juriste, répéta Olga, un sourire amer aux lèvres. Elle sait donc parfaitement qu'essayer de falsifier une procuration est un crime pénal. Passible de 3 à 5 ans de prison. Andréi pâlit d'un coup. De quoi tu parles? Olga sortit le carnet, et le posa sur la table, entre eux. Il y a 2 mois, ta mère est venue voir la mienne avec des documents, affirmant qu'il fallait les signer pour obtenir soi-disant des aides. En réalité, il s'agissait d'une procuration lui donnant le droit de disposer de la maison. Ma mère a compris l'escroquerie, et s'est adressée à la police. Une plainte a été enregistrée. Une enquête est en cours. C'est impossible, croassa Andréi. Maman ne ferait jamais ça. Ta mère, assena durement Olga, rêvait depuis des années de s'emparer de cette maison. Elle m'en a parlé plus d'une fois, sous couvert de la plaisanterie, quel magnifique hôtel particulier en plein centre-ville. Quel emplacement idéal. Quel dommage qu'il te revienne. Je pensais que ce n'était que des paroles en l'air. Il s'agissait en fait d'un plan. Elle ouvrit le carnet, et montra à Andréi la note laissée par sa mère. Puis, la copie du dépôt de plainte à la police. Enfin, la liste des documents conservés dans le coffre de la banque. Ma mère était bien plus intelligente que la tienne ne le pensait. Elle a tout prévu. Le testament est rédigé de façon irréprochable, certifié par un notaire, et enregistré dans les règles. En revanche, les actions de ta mère sont qualifiées d'escroquerie à grande échelle. Andréi resta assis, les yeux rivés sur le carnet, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait. Je ne savais pas, finit-il par bredouiller. Olga, je le jure, je ne savais rien. Maman a dit qu'elle voulait simplement aider Victoria avec son entreprise, que tes documents n'étaient pas en règle, que je n'avais aucun droit sur cet héritage, compléta Olga à sa place. Et toi, tu l'as cru, sans même douter une seconde, sans même penser que ta femme, qui venait d'enterrer sa propre mère, avait besoin de soutien, et non d'un coup de poignard dans le dos. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle cligna furieusement des paupières pour les chasser. Assez pleuré. Le temps des larmes était révolu. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Demanda doucement Andréi. Olga le fixa longuement du regard. Aujourd'hui, je vais à la banque récupérer les documents, puis je me rends chez l'avocat que ma mère avait engagé. Il déposera une requête pour faire reconnaître l'illégalité de toutes les actions de ta mère, ainsi qu'une plainte pour l'ouverture d'une enquête pénale. Ta mère et Victoria répondront de leurs actes devant la justice. Mais, c'est la famille, murmura Andréi. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement, sans procès, sans... La famille? Répéta Olga, avec une froideur métallique dans la voix. La famille ne change pas les serrures de la maison d'une femme en deuil. La famille ne s'approprie pas l'héritage des autres. La famille n'envoie pas de SMS pour exiger « par d'ici ». Ce n'est pas une famille, Andréi. C'est une bande d'escrocs. Il tressaillit, comme si elle venait de le gifler. Et moi, demanda-t-il. Que va-t-il advenir de nous?
Olga referma le carnet, et se leva. Je ne sais pas honnêtement, je n'en sais rien. En ce moment, je ne ressens que de la douleur, et une profonde déception. Tu as choisi ton camp, et ce n'était pas le mien. Au moment le plus difficile de ma vie, tu t'es rangé du côté de ceux qui voulaient me dépouiller. Je vais arranger les choses, se précipita de dire Andréi en se levant à son tour. Je vais parler à maman. Je vais tout régler. C'est trop tard, fit Olga en secouant la tête. Trop tard pour ces belles paroles. Peut-être qu'un jour, nous pourrons en discuter calmement, mais pas maintenant. Actuellement, je dois faire rétablir la justice, et toi, tu dois décider qui tu es vraiment, le fils de ta mère, ou mon mari. Car, visiblement, tu es incapable de concilier les deux. Olga serra le carnet contre sa poitrine. Son cœur battait si fort qu'il semblait prêt à jaillir de sa poitrine. Sa mère avait tout prévu, absolument tout. Même lorsque la maladie la vidait de ses forces, elle pensait à sa fille, et la protégeait. Merci, maman, murmura Olga dans le silence de la pièce. Merci de ne pas m'avoir laissée seule. Elle sortit son téléphone, et composa le numéro indiqué sur la note. L'avocat, maître Simon, répondit après la 3e sonnerie. Madame, j'attendais votre appel. Sa voix était calme, empreinte de professionnalisme. Votre mère m'avait prévenu que vous pourriez me contacter à tout moment. Je vous présente mes plus sincères condoléances pour votre perte. Merci. Olga déglutit pour faire passer la boule dans sa gorge. J'ai trouvé la note de ma mère. J'ai besoin de vous rencontrer le plus rapidement possible. Ils ont déjà changé les serrures de la maison. Je comprends, répondit l'avocat. Votre mère craignait justement que Ludmila Petrovna n'essaie d'agir immédiatement après les funérailles. Cependant, sans votre dépôt de plainte et les documents contenus dans le coffre bancaire, nous ne pouvons pas agir pleinement. Que dois-je faire? Demain matin, à 10 heures, venez à mon cabinet. Apportez votre pièce d'identité, l'acte de décès de votre mère, la clé du coffre, et tout ce que vous avez trouvé dans la maison. Nous commencerons par examiner les documents, puis nous déposerons une plainte auprès de la police, assortie d'une demande d'injonction pour interdire toute action sur la maison. Olga sentit la tension relâcher un peu son emprise. Pour la première fois depuis des jours, elle n'était plus seule dans cette bataille. Le lendemain matin, elle se tenait devant l'immeuble du cabinet d'avocat. Le bureau était situé en plein centre-ville, dans un centre d'affaires moderne. Maître Simon s'avéra être un homme d'une 50aine d'années, au regard perspicace et aux manières assurées. Asseyez-vous, je vous en prie. Il lui désigna le fauteuil face à son bureau. Allons droit au but. Votre mère était une femme extrêmement clairvoyante. Il y a 2 mois, lorsque Ludmila Petrovna est venue la voir avec ses fameux papiers, elle a immédiatement senti que quelque chose clochait. L'avocat ouvrit un dossier, et étala plusieurs documents sur la table. Votre belle-mère a tenté d'obtenir une procuration pour gérer les biens de votre mère, en prétextant son mauvais état de santé. Mais votre mère avait toute sa tête, et elle a refusé. Mieux encore, elle m'a contacté immédiatement, et nous avons commencé à rassembler des preuves. Quelles preuves? Demanda Olga en se penchant en avant. Nous possédons un enregistrement audio de cette conversation, au cours de laquelle Ludmila Petrovna a proféré des menaces. Elle disait que si votre mère ne signait pas cette procuration de son plein gré, elle trouverait d'autres moyens. Elle laissait entendre qu'elle pourrait faire pression sur vous, par l'intermédiaire de son fils. Maître Simon rajusta ses lunettes sur l'arête de son nez. Nous avons également répertorié une tentative de falsification de signature. Votre belle-mère a présenté à un notaire des documents prétendument signés par votre mère, mais ce notaire, un homme intègre, a refusé de les certifier. Il a fourni un témoignage officiel. Olga sentit la colère monter en elle comme une lame de fond. Ainsi, tout cela avait été planifié du vivant même de sa mère. Ludmila Petrovna ne s'était pas contentée de profiter de la situation après le décès, elle avait minutieusement préparé le terrain à l'avance. Et Victoria, ma belle-sœur, est-elle au courant, elle aussi? Votre belle-sœur agit comme un simple prête-nom.
L'avocat sortit un autre document. Officiellement, la maison lui aurait été léguée, mais ce testament est un faux. Nous avons déjà envoyé une demande d'expertise graphologique. De plus, le véritable testament de votre mère se trouve dans un coffre-fort à la banque, et ces termes sont d'une clarté absolue, l'unique héritière, c'est vous. Quand aura lieu le procès ? L'audience de mise en état est prévue dans une semaine, mais je vous recommande d'agir plus vite. Nous devons obtenir une injonction temporaire interdisant toute modification sur la maison, sinon, votre belle-sœur pourrait y entreprendre des travaux, vider les lieux, et ainsi détruire des preuves. Que dois-je faire, concrètement ? Premièrement, nous allons nous rendre à la banque pour ouvrir le coffre, en présence d'un notaire. Cela consolidera notre position. Deuxièmement, je vais préparer une plainte officielle pour escroquerie. Votre mère avait déjà déposé une main courante, mais n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de la procédure. Maintenant, c'est à vous de le faire. 1 heure plus tard, il se trouvait à la banque. La notaire, une femme d'un certain âge aux traits tirés par la fatigue, vérifia les documents et hocha la tête. Tout est en ordre. Nous pouvons procéder à l'ouverture. Les mains tremblantes, Olga inséra la clé dans la serrure. À l'intérieur du coffre reposait une enveloppe, exactement comme sa mère l'avait décrite dans sa note. Elle la sortit, et la tendit à la notaire. Je vous prie de bien vouloir consigner le contenu de cette enveloppe. La notaire ouvrit le pli, et commença à énumérer les pièces pour le procès-verbal. Une copie notariée d'un testament au nom d'Olga, daté d'il y a 3 mois. Les copies des actes de propriété de la maison et du terrain attenant. Un certificat médical attestant de la capacité juridique de la testatrice. Au moment de la rédaction du dit testament. Une clé USB, contenant des enregistrements audio. Les copies des documents que Madame Ludmila Petrovna a tenté de faire signer à la défunte. Et enfin, une lettre, qui vous est adressée personnellement. Une lettre. Olga tendit le bras, et prit l'enveloppe. Dessus, elle reconnut l'écriture de sa mère. À ma petite fille, si tu lis ces lignes. Les larmes lui piquèrent de nouveau les yeux, mais elle se contint. Ce n'était pas le moment de flancher. Elle décacheta la lettre sur le champ, en plein milieu de la banque. Ma petite Olga, mon sang, pardonne-moi de devoir t'annoncer tout cela de cette manière. J'espérais me tromper, je voulais croire que Ludmila Petrovna n'oserait pas aller jusqu'au bout. Mais, si tu tiens cette lettre entre tes mains, c'est que j'avais malheureusement raison. Ne t'en veux pas de n'avoir rien remarqué plus tôt. Ces gens sont des maîtres dans l'art de la manipulation. Quant à ton mari, Andrei. J'ignore dans quelle mesure il est complice des plans de sa mère. Je préfère croire qu'il fait preuve de faiblesse, et non de méchanceté. Toutefois, tu dois comprendre une chose, un homme qui refuse de protéger sa femme n'est pas digne d'elle. Cette maison t'appartient. C'est ton enfance, ce sont tes souvenirs, c'est ton avenir. Ne la leur cède pas, bats-toi. J'ai rassemblé tous les éléments nécessaires pour que tu gagnes. Maître Simon est un homme bien, il saura t'aider. Et puis, ma fille, sache que dans la maison, dans ma chambre, caché derrière le portrait de ton père, il y a un coffre-fort. Le code, c'est ta date de naissance. Tu y trouveras l'argent nécessaire pour payer l'avocat, et pour commencer ta nouvelle vie. Tu es forte, tu t'en sortiras. J'ai une confiance aveugle en toi. À toujours, ta maman. Olga plia la lettre, et la rangea soigneusement dans son sac. Ses mains avaient cessé de trembler. À l'intérieur d'elle-même, s'embrasait une rage froide et implacable. Et maintenant, quelle est la suite ? Demanda-t-elle à l'avocat. La suite, c'est que nous nous rendons au commissariat, répondit maître Simon en rassemblant les documents. Et nous déposons une plainte pénale pour escroquerie. Avec des preuves aussi accablantes, les enquêteurs n'auront pas d'autre choix que d'agir. Au commissariat, ils furent reçus rapidement. L'inspecteur, un jeune homme au regard affûté, écouta attentivement toute l'histoire, et examina les documents. L'affaire est particulièrement grave, finit-il par dire en secouant la tête. C'est une tentative de spoliation de biens par le biais de falsification de documents.
Cela peut tout à fait se solder par une peine de prison ferme. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la vengeance, mais la justice, déclara fermement Olga, et la restitution de ce qui me revient de droit. Nous allons ouvrir une enquête, diligenter des expertises, et procéder à des interrogatoires. Préparez-vous à ce que votre belle-mère et votre belle-sœur tentent de faire pression sur vous. J'y suis prête. Olga plongea son regard dans celui de l'inspecteur. Lorsqu'ils quittèrent le commissariat, le crépuscule tombait déjà. Maître Simon la raccompagna jusqu'à sa voiture. Vous êtes très courageuse, madame. Tout le monde n'est pas capable de garder un tel sang-froid dans une situation similaire. C'est ma mère qui m'a appris cela. Elle esquissa un sourire mélancolique. Même après sa mort, elle continue de veiller sur moi. De retour chez elle, dans l'appartement de location où elle s'était installée après sa dispute avec Andréi, Olga ralluma son téléphone. 37 appels en absence. La grande majorité provenait de sa belle-mère et de sa belle-sœur, avec quelques-uns de son mari. Elle ouvrit le dernier message d'Andréi. Olga, maman m'a dit que tu étais allée à la police. Pourquoi fais-tu cela? Nous sommes une famille. Rencontrons-nous, et discutons en normalement. Olga eut un ricanement. La famille. De quelle famille parlait-il, alors qu'ils avaient essayé de lui voler sa maison pendant qu'elle enterrait sa mère? Elle tapa sa réponse. La famille, ce sont ceux qui te soutiennent dans le chagrin, pas ceux qui en profitent pour te dépouiller. Désormais, toutes nos discussions passeront par mon avocat. Et oui, prépare-toi pour le procès, et il ne sera pas seulement civil, mais aussi pénal. Après avoir envoyé son message, elle bloqua immédiatement les numéros de sa belle-mère et de sa belle-sœur. Elle décida de ne pas bloquer Andréi tout de suite, leurs échanges pourraient s'avérer utiles comme preuve. Presque aussitôt, le téléphone se remit à sonner. Un numéro inconnu. Allô? Tu vas le regretter. Siffla une voix de femme, qu'elle reconnut comme étant celle de Ludmila Petrovna. Tu crois vraiment que ta mère, avec son cadavre, va pouvoir t'aider? Nous trouverons un moyen, ne t'inquiète pas. J'ai des relations, j'ai de l'argent. Tu paieras pour ce que. Point pour le fait que j'enregistre cette conversation? L'interrompit Olga, d'une voix placide. Je vous en prie, continuez. L'inspecteur sera sans doute très intéressé par vos menaces. Un silence lourd s'abattit au bout du fil, suivi des bips brefs d'une communication coupée. Olga avait effectivement activé l'enregistrement. Une preuve de plus à ajouter au dossier. Elle s'approcha de la fenêtre, et contempla la ville plongée dans la nuit. Une véritable bataille l'attendait, des procès, des enquêtes, et probablement un divorce. Cependant, elle n'avait plus peur. Elle disposait de preuves irréfutables, d'un avocat compétent, et, par-dessus tout, la vérité était de son côté. 2 jours après le dépôt de sa plainte, Olga était assise dans un café situé juste en face de sa propre maison, celle-là même que sa belle-mère considérait déjà comme sienne. Elle sirotait un café qui refroidissait, tout en gardant les yeux rivés sur la porte d'entrée, dans l'attente de l'arrivée de l'inspecteur. Maître Simon l'avait averti que ce jour-là devait avoir lieu la perquisition sur les lieux du délit, ainsi que la saisie de documents. Soudain, son téléphone vibra. Encore un numéro inconnu. Allô? Madame Olga, ici Marina, de l'étude notariale où votre mère a fait rédiger son testament. Je dois vous voir de toute urgence. La voix de la femme tremblait, trahissant une forte agitation. S'est-il passé quelque chose? Je ne préfère pas en parler au téléphone. Pouvez-vous passer me voir tout de suite? C'est d'une importance capitale pour votre dossier. Olga jeta un coup d'œil en direction de sa maison. L'inspecteur devait arriver d'ici 1 heure, mais la voix de la notaire était empreinte d'une véritable panique. D'accord, j'arrive dans 20 minutes. L'étude notariale se trouvait dans un immeuble ancien du centre-ville. Madame Marina, une femme d'une 50aine d'années au visage marqué par la fatigue, accueillit Olga à la porte, et la fit entrer presque de force. Hier soir, votre belle-mère s'est présentée à mon bureau, commença-t-elle sans le moindre préambule.
Elle m'a offert de l'argent, beaucoup d'argent, pour que je témoigne en sa faveur. Elle voulait que j'affirme que votre mère n'était pas saine d'esprit lors de la rédaction de son testament, et que j'aurais certifié ces documents sous la contrainte. Olga sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Et que lui avez-vous répondu? J'ai refusé, bien évidemment, répondit Marina en triturant nerveusement le bord de son chemisier. Mais elle a ajouté. Elle a dit qu'elle avait le bras long aux impôts, et que si je refusais de coopérer, mon étude mettrait la clé sous la porte en moins d'un mois. Ensuite, elle a sous-entendu qu'un accident tragique pourrait très bien m'arriver. Elle vous a menacé aussi ouvertement? Pratiquement. Elle m'a dit que, dans notre ville, il arrivait souvent des choses étranges aux personnes qui se mettaient en travers du chemin des gens importants. La notaire sortit un mouchoir pour s'essuyer les paumes, moites de sueur. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai 2 enfants, madame. Toutefois, votre mère était une femme de bien. Elle s'inquiétait tellement pour vous lorsqu'elle rédigeait son testament. Elle me disait qu'elle pressentait que sa belle famille tramait quelque chose de malhonnête. Olga prit les mains de la femme dans les siennes, dans un geste de réconfort. Je vous remercie de m'avoir tout raconté. Avez-vous une caméra de vidéosurveillance dans vos locaux? Oui. Marina sembla reprendre espoir. La visite de votre belle-mère a été enregistrée. Le son n'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais on entend partiellement la conversation. C'est parfait. Je vais immédiatement appeler mon avocat, et nous transmettrons ensemble cet enregistrement à l'inspecteur en charge de l'enquête. C'est une pièce à conviction majeure. Une demi-heure plus tard, Maître Simon visionnait déjà la vidéo dans le bureau de la notaire. Sur l'écran, on pouvait voir Ludmila Petrovna, vêtue d'un luxueux manteau de fourrure, gesticulant et expliquant quelque chose avec véhémence. Le son était effectivement peu clair, mais quelques phrases se distinguaient nettement. 500 000, tout de suite. Personne n'en saura rien. Et surtout, cette phrase particulièrement éloquente, il y a des gens qui disparaissent pour bien moins que ça. Nous sommes face à une tentative de subornation de témoins, assortie de menaces, conclut l'avocat avec un hochement de tête satisfait. Madame Marina, vous allez devoir déposer un témoignage officiel. J'y suis prête, répondit fermement la notaire, même si ses mains tremblaient encore. Lorsqu'ils retournèrent à la maison d'Olga, un véhicule de la police judiciaire stationnait déjà devant l'entrée. Un scandale venait d'éclater sur le perron. Ludmila Petrovna, flanquée de Victoria, tentait d'empêcher l'inspecteur de pénétrer à l'intérieur. C'est une propriété privée, hurlait la belle-mère. Vous n'avez aucun droit. J'agis sur ordonnance d'un juge, répondit calmement l'inspecteur, un quadragénaire au visage impénétrable. Et si vous continuez à faire entrave à la justice, cela fera l'objet d'un chef d'inculpation supplémentaire. Mais pour qui vous prenez-vous? Je connais personnellement votre supérieur hiérarchique. Un seul coup de fil, et vous êtes suspendu. L'inspecteur ne s'y a même pas. Appelez donc qui vous voulez, mais la perquisition aura lieu, quoi qu'il arrive. Olga s'approcha, et Ludmila Petrovna se tourna brusquement vers elle, le visage déformé par une rage incontrôlable. Toi! Tout ça, c'est ta faute, espèce de petite ingrate. Nous t'avons accueilli dans notre famille comme l'une des nôtres, et en retour, tu déposes plainte contre nous à la police. Vous avez essayé de voler ma maison, répondit doucement Olga. La maison de ma mère. Ta maison, vraiment? Glapit Victoria. Tu es mariée à mon frère depuis 7 ans. Tout ce que tu possèdes fait partie des biens communs de notre famille. Les biens reçus en héritage pendant le mariage ne font pas partie de la communauté de biens, intervint Maître Simon. C'est d'ailleurs stipulé très clairement dans le Code civil. Mais je suppose que vous le saviez déjà, vu le soin avec lequel vous avez planifié votre escroquerie. Une escroquerie? Ludmila Petrovna fit un pas en avant, et Olga lut une menace bien réelle dans ses yeux. Tu vas regretter de t'être frottée à moi, ma petite. J'ai des amis, qui vont vous aider à échapper à la justice? L'inspecteur venait de sortir son dictaphone. Je vous en prie, continuez.
Le passage sur vos amis m'intéresse tout particulièrement. La belle-mère s'interrompit brusquement, mais il était déjà trop tard. Son visage, d'abord rouge de colère, devint cramoisi, avant de virer au blanc cadavérique. Je n'ai rien dit de tel. Vous avez mal compris. Oh, je suis certain d'avoir parfaitement compris. L'inspecteur fit un signe de tête aux 2 officiers de police qui venaient de sortir de la voiture. Madame Ludmila Petrovna, une information judiciaire a été ouverte à votre encontre, pour les chefs d'escroquerie et de falsification de documents. Je vous prie de bien vouloir nous accompagner au poste, afin d'y être entendu. Quoi? Vous n'en avez pas le droit. La belle-mère tenta de se débattre lorsque le policier lui saisit le bras. Victoria, appelle Andréi, immédiatement. Madame Victoria, s'adressa l'inspecteur à la belle-sœur, vous êtes également impliquée dans cette affaire. Je vous recommande vivement de vous présenter demain matin, à 9 heures précises, pour faire votre déposition. Une coopération spontanée avec les enquêteurs sera prise en compte lors de l'énoncé du verdict. Je n'étais au courant de rien, lâcha précipitamment Victoria, paniquée. C'est la faute de maman. Elle m'avait assuré que la maison me revenait en toute légalité, qu'il existait des papiers le prouvant. Tais-toi, idiote. Aboya Ludmila Petrovna. Pas un mot de plus sans la présence d'un avocat. Mais Victoria était incapable de s'arrêter. La peur venait de lui délier la langue. Elle m'a dit que la mère d'Olga avait donné son accord, et qu'avant de mourir, elle avait mis la maison à notre nom. Je pensais sincèrement que tout était fait dans les règles. Victoria. La belle-mère essaya de bondir vers sa fille, mais le policier la maintint fermement en place. Tais-toi, je te l'ordonne. Non. La belle-sœur sortit son téléphone de ses mains tremblantes. Il est hors de question que j'aille en prison à cause de tes magouilles. J'ai des enfants, j'ai un mari. L'inspecteur adressa un signe de tête à son collègue, qui sortit une tablette pour consigner la déclaration. Madame Victoria, si vous êtes disposée à témoigner immédiatement, nous pouvons prendre votre déposition sur le champ. Je suis prête. Je vous raconterai tout. Ludmila Petrovna laissa échapper un son guttural, semblable au rugissement d'une bête blessée, mais les policiers l'entraînaient déjà vers leur véhicule. Olga la regarda se tourner une dernière fois, cherchant à capter son regard. On pouvait y lire une haine d'une telle intensité qu'Olga en eut des frissons dans le dos. Tu vas payer pour ça, siffla Ludmila Petrovna. Dès que je sortirai, tu me le paieras. Menace proférée à l'encontre de la victime, en présence de témoins, constata calmement l'inspecteur. Voilà un chef d'inculpation supplémentaire. Je vous remercie de nous faciliter ainsi le travail. Une fois le véhicule emmenant la belle-mère parti, Victoria resta sur le perron, poursuivant sa déposition. Elle expliqua comment sa mère l'avait convaincue de participer à ce montage frauduleux, comment elle lui avait promis que tout se déroulerait sans accroc, et comment elles avaient prévu de se partager l'argent de la vente de la maison. Elle m'a dit qu'Olga possédait de toute façon un appartement en ville, et qu'elle n'avait que faire de cette vieille baraque. Bredouillait Victoria à travers ses sanglots. Elle disait que nous ne faisions que récupérer ce dont personne ne voulait. Olga écoutait, habitée par une étrange sensation de vide. Ces gens avaient été sa famille pendant cette longues années. Elle avait célébré les fêtes à leur côté, préparé les déjeuners dominicaux, et les avait considérés comme les siens. Tandis que se contentait d'attendre le moment opportun pour la dépouiller. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois-ci, c'était Andréi qui appelait. Olga, qu'est-ce qu'il se passe? Victoria m'a écrit que la police avait embarqué maman. Ta mère a été arrêtée pour escroquerie et falsification de documents, répondit Olga, d'une voix parfaitement égale. Elle a tenté de voler ma maison. Quelle escroquerie? C'est sûrement un malentendu. Il faut que tu retires ta plainte. Je ne te dois absolument rien. Olga, c'est ma mère. Tu ne peux pas simplement. Ta mère a essayé de me spolier de mon héritage. Elle a falsifié des papiers. Elle a menacé une notaire. Tous ces faits sont étayés par des preuves accablantes. Mais,
Mais elle n'a pas fait ça par méchanceté. Elle voulait juste donner un coup de pouce à Victoria. Son affaire ne marchait pas, elle avait besoin d'argent. Olga expira lentement. Andréi, ta mère est une délinquante, et toi, tu es en train de justifier un crime. Je ne la justifie pas, j'essaie juste de t'expliquer. C'est la famille, Olga. Nous devons nous serrer les coudes. La famille ne se vole pas entre elles. La famille ne fabrique pas de faux documents. La famille ne profère pas de menaces de mort. Tu exagères. Maman a simplement. Où es-tu en ce moment, Andréi? Chez maman. J'attends qu'il la relâche. Je vois. Olga posa son regard sur la maison, puis sur le perron, là où elle s'asseyait autrefois avec sa mère, lors des douces soirées d'été. Alors, reste-y. Demain, mon avocat déposera une requête en divorce. Quoi? Olga, tu ne peux pas jeter notre mariage par la fenêtre pour une simple erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Ton propre choix. Tu as choisi de te ranger du côté de ceux qui ont tenté de me ruiner. Mais je t'aime. Si tu m'aimais vraiment, tu te tiendrais à mes côtés en ce moment même, au lieu de prendre la défense d'escroc. Elle raccrocha, et se tourna vers Maître Simon, qui avait patienté avec indulgence la fin de son appel. « Êtes-vous prête à entrer dans votre maison ?» lui demanda-t-il. Olga hocha la tête. L'inspecteur avait terminé son examen des lieux, et ressortait sur le perron avec un dossier rempli de documents saisis. « Nous avons mis la main sur tout ce dont nous avions besoin, » annonça-t-il. La maison est restituée à sa propriétaire légitime. Les serrures seront remplacées, et la facture sera à la charge des accusés. Olga gravit les marches, et poussa la porte d'entrée. L'intérieur sentait le parfum de sa mère, mêlé à une autre odeur familière, celle des petits bouquets de lavande séchés qu'elle accrochait dans chaque pièce. Tout était exactement à sa place, comme si elle s'était simplement absentée pour un court instant, et allait bientôt franchir le seuil. Sauf qu'elle ne reviendrait jamais. Toutefois, elle avait laissé à Olga un rempart pour se protéger, la vérité pour s'appuyer, et la force nécessaire pour se battre et obtenir justice. Les 2 semaines qui suivirent constituèrent pour Olga une véritable épreuve de résilience. Elle avait réintégré la maison maternelle, après avoir pris soin de changer toutes les serrures et d'installer un système de vidéosurveillance sur l'ensemble du périmètre. C'était Maître Simon qui avait insisté pour mettre en place ces mesures de sécurité. Les menaces proférées par Ludmila Petrovna ne devaient en aucun cas être prises à la légère. Olga errait dans les pièces, où chaque recoin, chaque objet, ravivait le souvenir de sa mère. Les effluves de lavande planaient toujours dans l'air. Les livres de sa mère trônaient sur les étagères, alignés dans un ordre impeccable. Et, dans la cuisine, pendait ce fameux tablier à fleurs qu'elle revêtait rituellement le dimanche, pour préparer ses tartes. Souvent, les larmes lui montaient à la gorge, mais Olga s'efforçait de les refouler. Sa mère n'aurait pas voulu la voir s'effondrer. Sa mère voulait qu'elle se batte. Son téléphone ne cessait de sonner, saturé par les appels d'Andréi. Au début, il tentait de faire pression sur elle, exigeant qu'elle revienne à la raison et retire sa plainte. Ensuite, il avait changé de tactique, sombrant dans les lamentations. « Tu es en train de détruire notre famille. » Olga, impassible, rejetait ses appels les uns après les autres. De quelle famille parlait-il, au juste? Celle où le mari choisissait de se rallier à ceux qui essayaient de voler sa propre femme? Le 3e jour, elle reçut un message provenant d'un numéro inconnu. « Tu vas le regretter. Ma mère n'est pas coupable. C'est toi qui as tout manigancé. » C'était Victoria. Olga fit une capture d'écran, et l'envoya à son avocat. Chaque menace supplémentaire se retournait désormais contre ses adversaires. Maître Simon la contacta le vendredi soir. « Madame, j'ai du nouveau. » La voix de l'avocat trahissait une pointe de satisfaction. « L'enquête avance à un rythme plus soutenu que je ne l'espérais. La notaire a fait une déposition très détaillée, et a fourni aux enquêteurs les enregistrements de ses conversations avec votre belle-mère. On n'y trouve pas seulement une tentative de subornation de témoins, mais aussi des menaces explicites à son encontre.
Ludmila Petrovna promettait de briser sa carrière si elle refusait d'antidater les documents. C'est une bonne nouvelle. Olga s'assit sur le canapé, sentant son cœur s'emballer dans sa poitrine. C'est même excellent. Et ce n'est pas tout. La police a saisi le téléphone de Victoria et a épluché ses échanges avec sa mère. Ils ont découvert les détails d'un plan minutieux visant à s'emparer de votre maison, ainsi que des discussions sur le partage de vos biens. Victoria écrivait textuellement, « Enfin, cette idiote d'Olga va avoir ce qu'elle mérite, et moi, j'aurai un logement décent. » Il s'agit là de preuves flagrantes de collusion. Olga ferma les paupières. Ainsi, durant tout ce temps, elles avaient tissé leur toile. Pendant qu'elle pleurait la perte de sa mère, sa belle famille se partageait déjà son héritage. Une violente nausée lui souleva le cœur. Et que va-t-il se passer maintenant? L'audience de mise en état est fixée à demain. Le procureur est persuadé que le juge maintiendra Ludmila Petrovna en détention provisoire jusqu'au procès. Le risque de pression sur les témoins est jugé bien trop élevé. En ce qui concerne Victoria, en revanche, son contrôle judiciaire sera très probablement allégé, avec une simple interdiction de quitter le territoire. Elle collabore activement avec les enquêteurs, et n'hésite pas à accabler sa propre mère. C'est un grand classique, les rats quittent le navire avant qu'il ne coule. Quant à Andrei. L'avocat marqua une pause. Votre futur ex-mari, disons, a engagé un avocat pour sa mère. Un ténor du barreau, d'ailleurs, qui coûte très cher. Je me suis demandé avec quel argent il le payait, et j'ai fait mes petites recherches. Il a contracté un prêt, en mettant en garantie l'appartement que vous possédez en commun. Olga resta pétrifiée. Quoi? Il n'en avait absolument pas le droit. D'un point de vue strictement technique, si le bien est aux deux noms, c'est possible, mais compte tenu des circonstances, cela peut tout à fait être contesté en justice. Olga, je vous conseille vivement d'accélérer la procédure de divorce et de déposer sur le champ une requête pour la liquidation du régime matrimonial, avant qu'il n'ait l'occasion de commettre d'autres stupidités de ce genre. Après avoir raccroché, Olga demeura assise dans l'obscurité pendant un long moment. Andrei avait hypothéqué leur appartement pour payer la défense d'une mère qui avait cherché à voler la maison de sa propre épouse. Comment avait-elle pu se tromper à ce point sur la véritable nature de cet homme? 7 années de mariage, et elle ignorait totalement qui partageait sa vie. Son téléphone vibra à nouveau. Andrei, nous devons parler. J'arriverai demain matin. Olga rédigea sa réponse avec une froide efficacité, adresse-toi à mon avocat. Je n'ai plus rien à te dire. Quelques instants plus tard, un nouveau message apparut sur son écran, Olga, je t'en prie. Maman ne voulait faire de mal à personne. Elle pensait sincèrement que la maison allait être laissée à l'abandon, et que tu serais incapable de gérer la paperasse. Elle voulait seulement t'aider. Olga eut un petit rire jaune, mêlé de larmes, m'aider? Changer les serrures, jeter l'héritière légitime à la rue, et proférer des menaces de mort à l'encontre d'un officier public. C'est ça que tu appelles de l'aide? Ne viens pas. Nous nous reverrons au tribunal. Elle bloqua définitivement son numéro. La matinée du samedi débuta par un appel de Maître Simon. L'audience s'est déroulée de manière très satisfaisante. Ludmila Petrovna reste en détention provisoire. Le juge a estimé que les risques d'entrave à la justice étaient avérés, particulièrement après que le procureur ait exposé les menaces proférées à votre encontre. Victoria a été placée sous contrôle judiciaire strict, avec interdiction formelle de vous approcher, ainsi que de se rendre près de la maison. Quand le procès aura-t-il lieu? Dans un mois environ, à titre préliminaire. Cependant, il y a un autre élément dont je dois vous informer. Andrei a déposé une requête reconventionnelle. Il demande l'annulation pure et simple du testament, en arguant que votre mère n'était pas saine d'esprit au moment de sa rédaction. Une rage blanche, presque aveuglante, submergea Olga. Quoi? Mais ma mère jouissait de toutes ses facultés mentales. Nous avons les certificats médicaux pour le prouver. J'en suis parfaitement conscient. D'ailleurs, j'ai déjà demandé à récupérer l'intégralité du dossier médical de votre mère pour ces 7 dernières années.
Il n'y figure pas la moindre mention de troubles psychiatriques ou de signes de démence. Bien au contraire, un mois à peine avant son décès, elle s'était soumise à un bilan de santé complet, et les médecins ont formellement attesté de sa capacité de discernement. Nous disposons des documents validés par un psychiatre. Votre mère s'en était assurée tout spécialement. Olga porta la main à sa bouche. Sa mère savait. Elle avait anticipé jusqu'à la moindre de leurs bassesses. Elle avait tout prévu, murmura Olga, subjuguée. Votre mère était une femme d'une sagesse exceptionnelle, approuva doucement l'avocat. Elle a veillé à votre protection, même par-delà la mort. La requête de votre mari sera balayée d'un revers de main, n'en doutez pas. Cependant, préparez-vous psychologiquement, car il va se battre. L'avocat de sa mère est tenace. Ils vont essayer d'exploiter la moindre faille du système. Laissez-les essayer, répliqua Olga, d'un ton d'une fermeté inébranlable. J'ai la vérité de mon côté. Et j'ai ma mère avec moi. En début d'après-midi, un visiteur indésirable se présenta sur le perron. Olga l'aperçut par la fenêtre, et se figea. Andreï. Il avait délibérément ignoré sa demande de ne pas venir. Elle lui ouvrit la porte, mais bloqua l'entrée, refusant de l'inviter à l'intérieur. Je t'avais pourtant demandé de ne pas venir. Andreï avait une mine effroyable, mal rasée, les traits tirés, des cernes sombres sous les yeux, et vêtu d'une chemise froissée. Il n'avait plus rien à voir avec l'homme élégant et soigné qu'elle avait épousé 7 ans plus tôt. Olga, nous devons discuter. Tu es en train de tout détruire. Ma mère a été jetée en prison. Ce n'est pas une criminelle. Ta mère a essayé de me voler ma maison, rétorqua Olga d'une voix monocorde. Elle a falsifié des documents officiels et a menacé une notaire. C'est un délit. Un véritable crime au sens pénal du terme, Andreï. Elle croyait bien faire, dit-il en se passant une main lasse sur le visage. Victoria m'a expliqué que tu ne saurais pas t'occuper de la maison, et qu'il valait mieux nous en confier la gestion. Nous l'aurions préservée, Olga, c'est tout de même le nid familial. C'est mon nid familial, trancha net Olga. Ma mère me l'a légué, à moi. Pas à ta mère, ni à Victoria. À moi seule. Et vous n'aviez absolument aucun droit de prendre des décisions à ma place. Mais enfin, nous sommes une famille. Nous étions une famille, la corrigea Olga, jusqu'à ce que tu fasses le choix de te rallier à ceux qui m'ont trahi. Tu n'as même pas essayé de comprendre la situation, Andreï. Tu as pris les paroles de ta mère pour argent comptant. Mais c'est ma mère. Et j'étais ta femme. J'étais ton épouse. La voix d'Olga vacilla l'espace d'un instant, mais elle reprit rapidement contenance. Tu as hypothéqué notre appartement, sans même me demander mon avis, pour payer la défense d'une femme qui a essayé de me ruiner. Andreï devint livide. Comment es-tu au courant? Je voulais t'en parler. Il fallait que je vienne en aide à ma mère. Ce qu'il te fallait, c'était soutenir ta femme, qui venait d'enterrer la sienne. Olga sentit des larmes brûlantes lui piquer les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu vas devoir assumer les conséquences de tes actes. Olga, je t'en prie, pardonne-moi. Va-t'en d'ici, Andreï. Tout de suite. Ou j'appelle la police. Il resta pétrifié sur le perron, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson hors de l'eau, cherchant désespérément ses mots. Toutefois, aucun mot n'était en mesure de réparer ce qui avait été brisé. Résigné, il fit demi-tour et se dirigea lentement vers sa voiture. Ses épaules étaient voûtées, comme s'il avait vieilli de 10 ans en l'espace de quelques minutes. Olga referma la porte, et s'y appuya lourdement. Ses mains tremblaient. Elle s'attendait à ressentir un certain soulagement, mais seule une immense sensation de vide l'envahissait. Cette année de sa vie venait de s'achever, là, sur le perron de la maison de sa mère. Le soir venu, elle s'installa dans la cuisine, une tasse de thé fumante à la main, accompagnée du précieux carnet. Elle relut la note, inlassablement. Ma chère petite fille, si tu lis ces lignes, cela signifie qu'elles sont passées à l'acte. Ne te blâme pas.
Et ne m'en veux pas de ne pas t'avoir alerté plus tôt. Il y a des batailles que l'on doit mener seul pour en ressortir plus forte. Tu y arriveras. Tu as toujours été plus courageuse que tu ne pensais. Je crois en toi. Je t'aime, maman. Je m'en sortirai, maman, murmura Olga dans le silence pesant de la cuisine. Je te le promets. Maître Simon la contacta 2 jours après qu'elle eut définitivement coupé les ponts avec sa belle famille. Madame, j'ai des nouvelles. Le ton de l'avocat se voulait mesuré, mais Olga y décela une pointe de satisfaction non dissimulée. Andréi a effectivement déposé sa requête en nullité du testament. Son avocat s'évertue à prouver que votre mère, au moment des faits, n'était pas en pleine possession de ses moyens, et qu'elle était incapable de disposer consciemment de ses biens. Olga serra son téléphone avec une telle force que les jointures de ses doigts en devinrent blanches. Et maintenant, que faisons-nous ? Maintenant, nous allons abattre la carte maîtresse que votre mère nous a laissée. Vous vous souvenez de cette enveloppe scellée ? Je pense que l'heure est venue de l'ouvrir. 1 heure plus tard, Olga était installée dans le bureau de son avocat, observant l'enveloppe blanche sur laquelle on pouvait lire, de l'écriture si familière de sa mère, à ouvrir uniquement si Ludmila tente de contester les documents. Maître Simon décacheta l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, se trouvait un dossier épais. Des expertises médicales. L'avocat commença à éplucher les feuillets, et ses sourcils se haussaient un peu plus à chaque page tournée. Votre mère s'est soumise à un bilan de santé exhaustif, 1 mois tout juste avant la signature du testament. L'avis d'un psychiatre, d'un neurologue et d'un médecin généraliste. Tous les bilans attestent, sans la moindre ambiguïté, de son entière capacité de discernement. Mieux encore, elle a expressément sollicité une évaluation psychiatrique approfondie. Maman savait, murmura Olga, sentant sa gorge se serrer. Elle avait tout anticipé. Ce n'est pas tout. Maître Simon sortit un dictaphone et une clé USB. Il y a également des enregistrements audio. Votre mère. C'était une femme d'une clairvoyance redoutable. L'avocat connecta la clé USB à son ordinateur. La voix aigre de Ludmila Petrovna résonna des haut-parleurs, et le sang d'Olga se figea dans ses veines. Cette maison doit revenir à Victoria, c'est évident. Ton Olga habite de toute façon dans l'appartement de mon fils, tandis que Victoria a besoin de lancer son affaire. Ludmila Petrovna, répondait la voix de sa mère, posée et inflexible, cette maison m'appartient, et j'en disposerai comme bon me semble. Olga est ma fille unique. Mais enfin, qu'est-ce que tu y connais ? S'emportait la belle-mère. Victoria, c'est la famille. Ta fille n'est qu'une pièce rapportée qui s'est accrochée à mon fils. Cette maison est indispensable pour notre entreprise familiale. La discussion est close. Tu vas le regretter. Je trouverai bien un moyen pour que cette maison revienne à ceux qui en ont réellement besoin. L'enregistrement s'arrêta net. Le fichier suivant était daté de la semaine d'après. Madame Marina, je souhaite que tout soit rédigé avec un maximum de précaution. La voix de sa mère, sur cette piste, paraissait accablée de fatigue. Est-ce que ma consoeur a déjà cherché à vous soutirer des informations concernant mon testament ? En effet, répondait la notaire. Elle s'est présentée avant-hier, exigeant que je lui montre vos dossiers. Je m'y suis opposée, naturellement. Elle ne lâchera pas l'affaire. C'est la raison pour laquelle je vous demande de conserver précieusement chaque preuve de ces tentatives d'intimidation. Et s'il vous plaît, gardez cette clé USB chez vous, jusqu'au jour où nous en aurons besoin. Il y a encore d'autres enregistrements de conversations téléphoniques, poursuivit Maître Simon. Votre mère a pris soin de consigner chaque tentative de manipulation de la part de Ludmila Petrovna. Des appels où elle lui proposait un marché, ou insinuait qu'elle pourrait s'occuper d'elle dans ses vieux jours, à la condition expresse qu'elle lègue ses biens à la bonne personne. Mais ce sont des preuves irréfutables. Olga releva la tête, une lueur d'espoir ravivant enfin son regard. Ils ne pourront jamais contester le testament. Ils ne pourront pas, en effet. L'avocat s'adossa à son fauteuil avec un sourire satisfait. Mais surtout,
ces enregistrements viennent considérablement aggraver le cas de Ludmila Petrovna. Ils prouvent la préméditation de ses actes, et attestent d'un harcèlement moral continu. C'est le genre de comportement que les juges n'apprécient pas du tout. Le téléphone d'Olga vibra. C'était un numéro inconnu. Elle fronça les sourcils, mais décida de décrocher. « Ma petite Olga, c'est moi. » La voix de Victoria était tremblante. « Je t'en supplie, ne raccroche pas. »« Qu'est-ce que tu veux ? » Je veux tout avouer sur les plans de maman. Je refuse de croupir en prison par la faute de sa cupidité. » D'un geste de la main, Maître Simon l'invita à activer le haut-parleur. « Je t'écoute, » répondit Olga, d'un ton glacial. Maman, il y a déjà 2 ans, a commencé à parler de la maison de ta mère, prétendant qu'elle était laissée à l'abandon, et que ce serait l'endroit rêvé pour ouvrir un salon. Elle m'a contrainte à élaborer un business plan, qu'elle a ensuite présenté à ta mère pour tenter de la persuader qu'il s'agissait d'un investissement rentable. Mais lorsque ta mère a catégoriquement refusé de financer le projet, maman est entrée dans une rage folle, et a juré qu'elle mettrait la main sur cette maison d'une manière ou d'une autre. Continue. Maître Simon approcha le dictaphone du téléphone. Elle est allée chez la notaire, essayant d'obtenir des informations sur le testament. Ensuite, elle a trouvé un individu louche qui a accepté de fabriquer une fausse procuration. Je n'étais pas au courant, je te le jure. J'étais persuadée qu'elle s'était arrangée à l'amiable avec ta mère. C'est seulement lorsqu'elle a donné l'ordre de changer les serrures que j'ai réalisé que quelque chose clochait. Pourquoi t'es-tu tue ? La douleur perçait dans la voix d'Olga. Pourquoi ne pas m'avoir mise en garde ? J'étais terrifiée. Maman m'a menacé de me déshériter et de me laisser sur la paille si je ne la soutenais pas. Or, je venais tout juste de contracter un emprunt pour les travaux du futur salon. J'avais un besoin vital de cet argent. L'argent passe donc avant la décence et l'honnêteté, trancha Olga. Es-tu prête à consigner ces aveux officiellement ? Oui, je dirai toute la vérité à l'inspecteur. Mais s'il te plaît, aide-moi à trouver un bon avocat. Maman a engagé le meilleur pour elle-même, et m'a dit que puisque j'étais fautive, je devais me débrouiller seule. Olga jeta un regard interrogatif à Maître Simon, qui fit non de la tête. Victoria, je n'ai absolument aucune raison de t'aider. Tu as sciemment participé à une machination visant à me voler la maison de ma mère. Si tu veux espérer une clémence des juges, rends-toi immédiatement chez l'inspecteur et raconte-lui tout. C'est l'unique chance qu'il te reste. Et Olga raccrocha, mettant fin à la conversation. Elle ira voir l'inspecteur, déclara l'avocat avec assurance. La peur de la prison est un puissant moteur de motivation, et son témoignage scellera définitivement le sort de Ludmila Petrovna. Quant à Andrei, son cas est plus ambigu. D'un point de vue strictement légal, il n'a pas pris part à l'escroquerie. Néanmoins, le fait qu'il ait cautionné les agissements de sa mère, en ayant connaissance du changement des serrures et de la spoliation de votre héritage, dresse un piètre portrait de sa moralité. Cela jouera considérablement en votre faveur lors de la procédure de divorce. Olga acquiesça d'un signe de tête, apaisée par une étrange sérénité. La blessure causée par la trahison de son mari restait à vif, mais sa volonté de se battre l'emportait sur la douleur. Quand aura lieu le procès ? L'audience de mise en état est prévue la semaine prochaine. L'affaire pénale impliquant Ludmila Petrovna et Victoria sera jugée de façon distincte, mais j'ai d'ores et déjà transmis au tribunal une requête pour y verser l'intégralité des pièces issues du coffre bancaire, y compris les fichiers audio. En ce qui concerne la requête de votre mari. Maître Simon eut un sourire narquois. Lorsque le juge prendra connaissance des bilans de santé, et lorsqu'il écoutera ces enregistrements où votre mère défend son droit de disposer de ses biens avec une clarté d'esprit et une logique imparable. La requête d'Andrei sera balayée en l'espace de 5 minutes chrono. Qui plus est, je compte bien déposer une demande reconventionnelle, afin de condamner Andrei au remboursement de l'intégralité de vos frais de justice, pour procédure abusive. Olga sentit le poids des semaines écoulées glisser lentement de ses épaules. Sa mère s'était occupée de tout. Chaque démarche, chaque note rédigée, chaque document conservé.
Tout avait été méticuleusement orchestré pour protéger sa fille. Merci, maman, murmura-t-elle, les yeux fixés sur le dossier étalé sur le bureau. Merci d'avoir cru en moi, et de m'avoir protégée, même après. Sa voix se brisa sous l'émotion, mais ses larmes ne coulèrent pas. Elle n'éprouvait plus qu'une gratitude infinie, et la ferme résolution de mener ce combat à son terme. Madame. Maître Simon posa une main bienveillante sur le dossier. Votre mère était une femme exceptionnellement sage. Elle avait parfaitement jaugé ce auquel elle avait affaire, et s'y était préparée en conséquence. Notre mission, à présent, consiste à exploiter tout ce qu'elle nous a légué, pour faire triompher la justice. J'y suis prête, répondit Olga, d'une voix inébranlable. Quelles sont mes prochaines directives? Présentez-vous à l'audience préliminaire. Restez sereine et digne. La vérité est de votre côté, et nous détenons toutes les cartes en main pour le prouver. Le reste n'est qu'une simple formalité juridique. En franchissant la porte du cabinet d'avocat, Olga ressentit, pour la première fois depuis une éternité, un sentiment merveilleusement apaisant, qui ressemblait à s'y méprendre à de l'espoir.